nous avons le plaisir de recevoir M. Boubacar Ba, ancien directeur général de l'OFEJBAN, c'est l'Office pour l'emploi des jeunes de la banlieue. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, M. Der. Vous êtes également expert des questions d'emploi des jeunes, spécialiste des questions de banlieue. Avec moi, j'ai le plaisir de partager le plateau avec Daouda Mine. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Abdelkader, le plaisir est partagé. Alors, comme annoncé la problématique de l'emploi des jeunes, première question pour vous. Le président Macky Sall a bien diagnostiqué le problème? Oui, je dois dire que d'abord, je commencerai par d'abord saluer les éditeurs de la TFM, mais aussi saluer aussi M. Mine, et pour dire tout simplement que j'estime que le président avait déjà très bien diagnostiqué cette situation-là, la question de l'emploi. Et les réponses qu'il a apportées? Les réponses qu'il a, les bonnes? Les réponses qu'il a apportées me semblent être bonnes, mais il va se poser un sérieux problème. Si ça continue dans cette dynamique, ça va être un problème d'opérationnalité et de mise en œuvre. Puisque moi, je n'ai pas compris, comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, que le président ait créé de nouvelles structures, qu'il les confie à des Sénégalais, des jeunes Sénégalais. Des structures comme l'ADER, comme l'ANPEJ, parce que vous savez que l'ANPEJ, c'est la fusion de l'OFEJBAN, de l'ANEJ et du FNPJ. Alors, vous avez des problèmes avec le choix des hommes? Moi, j'ai un problème sur la mise en œuvre et l'opérationnalité de ces programmes-là. J'estime qu'ils ne sont pas au rythme du président de la République. Moi, je crois qu'en 5 ans, 6 ans, nous avons constaté quand l'ADER est arrivé, le président, il y avait d'abord un premier financement de 30 milliards ou 34 milliards. Après, ça en est suivi un deuxième de 30 milliards. Vous avez aujourd'hui le 3FPT, qui marchait très bien quand le ministre Dame Diop était le directeur général. On avait des résultats. On a senti et constaté qu'il y avait plus de fonds, plus d'appui, presque 50 milliards ou 100 milliards, et qu'au niveau formation, jusqu'à présent, ça n'évolue pas. Aujourd'hui, il faut comprendre, il ne se pose pas un problème d'instruments. Il ne se pose pas un problème de moyens financiers, il se pose ni aussi un problème de logistique. Il se pose un problème d'opérationnalité et de mise en œuvre de ces programmes-là. Et c'est à ce niveau-là que le président devait revoir un peu les dispositions à pratiquer. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Il faudrait qu'il relance et qu'il soit plus ferme. Plus regardant sur les hommes et sur la mise en œuvre de son programme. Deuxièmement, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de problème par rapport au réceptacle. Nous avons aujourd'hui des secteurs, 5 secteurs ou 6 secteurs majeurs qui sont de véritables pourvoyeurs d'emploi. Quels sont ces secteurs où il faut investir? Nous avons d'abord le secteur de l'agriculture, qui est multidimensionnel. Quand vous allez dans le secteur de l'agriculture, vous avez ce qu'on appelle d'abord le maraîchage. Aujourd'hui, nous produisons, la production est très bonne. Le Sénégal a fait des bons entre 2008 et maintenant. Entre 2012 et aujourd'hui, on produit en maraîchage ce qu'on équiporise entre nos mains. Nous avons le secteur des céréales. Regardez les bons qui ont été réalisés sur le riz, le maïs, le mil, les niébés. Il y a d'autres secteurs dans l'agriculture. Mais nous avons aussi le secteur de l'élevage. L'élevage, aujourd'hui, quand vous allez dans le Ferlo, dans la région de Casamance ou dans le centre, dans la région du Sine Saloum et du Baol, il y a l'élevage qui est là, mais qui n'est pas organisé, qui n'est pas maîtrisé. Au départ, le président à l'époque avait lancé ce qu'on appelle les écovillages. Ça devait permettre de gérer un peu l'agriculture et l'élevage. Mais un autre secteur, c'est le secteur de la pêche. 3 secteurs. 3 secteurs majeurs, mais qui ont les mêmes problèmes. Ils ont un problème parce que vous savez aujourd'hui, la pêche ne doit pas être un problème d'aller pêcher et d'approvisionner le marché. Ce que nous ne comprenons pas, le Sénégal, entre les côtes sénégalaises, soit
aujourd'hui dépourvus aujourd'hui de poissons, alors que des petits pays qui sont à côté de nous, comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, ont des côtes extrêmement poissonneuses. Oui. Ça veut dire tout simplement les protocoles ou les engagements que l'État du Sénégal prend en direction de ses partenaires contribuent aujourd'hui à appauvrir ce secteur-là. Et ce qu'il faut aller vers l'industrialisation comment dire encore, de la pêche artisanale, la modernisation de la pêche artisanale. Ça veut dire quoi? Ce problème-là touche les trois secteurs. Que ce soit l'agriculture, la pêche et l'élevage. Aujourd'hui, les Sénégalais produisent dans ces secteurs-là, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas à suffisance, bien entendu. Il n'y a aucun accompagnement sérieux qui permette que quand vous pêchez du poisson, vous pouvez le garder pendant 6 mois. Quand vous produisez des légumes, vous pouvez le garder pendant... Et cela m'amène dans le 4e secteur, qui est le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, vous avez au moins 300 à 400 000 artisans. Quand je parle de l'artisanat, nous avons ce qu'on appelle les services de l'automobile, que ce soit la mécanique générale, la tôlerie, la peinture. Aujourd'hui, il y avait un programme qui était lancé de garage moderne témoin. Mais c'est un programme qu'il faut relancer et le développer sur toute l'étendue du territoire, sur nos routes nationales, sur nos autoroutes, mais aussi dans les différentes localités. Le programme, il est là. Les moyens sont là. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Enfin. Et pour terminer, j'arrive sur le secteur, dans le secteur. Bon, en fait, pour l'artisanat d'abord, c'est la prise en compte de ce secteur de l'artisanat, avec l'artisanat d'art aussi, qui vont nous amener vers l'industrialisation. Parce que quand vous prenez les 3 secteurs que j'ai cités, l'agriculture et la pêche, ils ont besoin, comment dire encore, de conservation, ils ont besoin de transformation, ils ont besoin de commercialisation. Alors, nous ne pouvons pas. Le président de la République, c'est bien, il a lancé un programme de 65 000 emplois à partir du mois de mai. Il a lancé il va débloquer une enveloppe de 150 milliards. Mais même si ce programme-là évolue jusqu'en 2024, alors que les résultats attendus sont vers 2025, si ce programme-là se développe et qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas d'accompagnement, au niveau macro, aussi bien au niveau, au niveau interne qu'au niveau extérieur, c'est un programme qui voulait à l'échec. Mais justement, le président a annoncé une enveloppe de 450 milliards d'ici 2024 pour régler ces problèmes-là. Pensez-vous qu'il puisse régler cela en 3 ans, là où en 9 ans, il n'a pas pu régler ces questions-là? Le problème, comme je l'ai dit, c'est un problème d'opérationnalité et de mise en œuvre. Il peut. Il peut. Et il peut pour la bonne et simple raison. Moi, je peux lancer un défi à tous ceux qui aujourd'hui sont en train de s'ajuster autour de cette question-là. Que moi, je suis persuadé, si le président met les hommes qu'il faut et qu'il réorganise le secteur et qu'il mette les dispositifs qu'il faut, je suis persuadé que dans les 6 mois à venir, les résultats probants vont commencer à tomber. Il doit mettre quel dispositif? Mais le dispositif d'abord, c'est que lui-même personnellement qui prenne en charge cette question-là. D'abord, il faut que ceux qui vont gérer ce dossier-là soient directement rattachés à la présidence de la République. Par d'abord... il n'y a pas assez d'agences logées à la présidence pour qu'on en rajoute encore, M. Ba. Non, pas logées à la présidence. Je dis que j'ai parlé de... Logées, rattachées, pour moi, c'est pas... Il ne peut pas sortir 450 milliards comme ça. Et qu'il n'y ait pas les corps de contrôle nécessaires. Qu'il n'y ait pas en fait un dispositif de suivi et d'évaluation en permanence. Est-ce que ce n'est pas le vrai problème d'ailleurs? Non, le suivi rigoureux et le contrôle des projets financés. Mais finalement, on se demande comment tout ça se termine. Alors à ce niveau-là, je vous dis... On donne de l'argent à Daoudamine, qu'est-ce qu'il en fait au bout de 2 ans? On lui a donné 60 millions. Parce que, voilà, il n'a rien fait de cet argent-là, à part prendre une deuxième épouse. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces jeunes, ils vont d'abord comprendre que la question de l'emploi est multidimensionnelle. Il y a d'abord ce qu'on appelle les jeunes diplômés, dont on sait que certains sont porteurs de projets, d'autres tentent d'être insérés, que ce soit dans le public ou dans le privé. Nous avons ce qu'on appelle les porteurs de projets
et ceux qui ont des idées de projet. Dans un premier temps, d'abord, j'ai entendu le président de la République parler de guichet unique. Mais il faut aller au-delà. Il faut mettre en place une triptyque organisationnelle. Cette triptyque organisation va reposer non seulement sur le guichet unique, mais il faut en fait des centres incubateurs dans toutes les régions. Il faut mettre en place une plateforme, des plateformes d'abord, départementales, régionales et une plateforme nationale qui va centrer tous ces demandeurs d'emploi, ces porteurs de projets et d'idées de projets. Mais aussi des jeunes ayant exprimé un besoin de formation qualifiante. M. Ba, oui. M. Ba, Der l'a souligné tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer d'abord les politiques publiques, faire la réduction des comptes? Parce que si on se rend compte quand même que ces questions-là sont des questions qui datent de longtemps, de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand même qu'on évalue l'argent qui a été injecté dans ces secteurs-là. Parce que même parlant de vous, vous-même lorsque vous étiez à l'OFAJBAN, vous aviez été épinglé par un rapport de l'ARMP, par exemple. Oui, non, en fait, moi j'étais épinglé par le rapport de l'ARMP. Sur un problème d'appui et d'accompagnement en fait des jeunes de la banlieue sur le volet social. On parlait de 10 millions. Et le lendemain, j'ai interpellé l'ARMP et j'ai interpellé tous les Sénégalais. Je lui ai dit voici les preuves de ce que vous dites. J'en assume entièrement la responsabilité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer cet argent-là qui a été injecté? Il faut évaluer. Non seulement il faut évaluer, mais il faut aussi poursuivre. Il faut avancer. On ne peut pas attendre. N'oubliez pas que à l'OFAJBAN, moi, j'avais un budget de 200 millions à la première année. Et les gens ont pensé au départ que c'était sur des milliards. Mais avec ces 200 millions-là, nous avons en main réalisé des merveilles dans la banlieue. Des merveilles dans la banlieue. Comme, rappelez-nous. Non, aujourd'hui, nous avons réalisé des salons de coiffure. Nous avons réalisé, comment déjà encore, des boulangeries. Nous avons des salons de couture. Nous avons accompagné des centres de formation professionnelle. Avec ces pour combien de jeunes financés? Nous, on était à 1600 et quelques jeunes. 1624 jeunes, si je me rappelle. Et malgré ça, nous avons résisté. On n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, on te parle d'une enveloppe au moins de 60 milliards. Et je dis que rien que 10 milliards pouvaient permettre à ces structures de lever des fonds au-delà du président de la République. Le président de la République a été très généreux, il allait très loin. À chaque instant que la jeunesse lance un appel, il répond à cet appel-là. Mais comme je dis aujourd'hui, il faut aller vers l'essentiel. C'est quoi? C'est vers l'attente des jeunes. Il faut un engouement total. Mais il faut créer une dynamique autour de la notion de performance dans la persévérance permanente, qui sera suivie des cours de contrôle qui seront mis en place en permanence. Il ne va pas que uniquement les jeunes qui sont fautifs. Mais il faudrait aussi que le président de la République, avec ses corps de contrôle, avec les structures de l'État, parvienne à vérifier l'argent qui est déposé aujourd'hui au niveau des institutions financières. Est-ce qu'ils ont permis de financer directement les jeunes cibles et les femmes cibles? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dépose, qu'on mette 200 millions, 300 millions ou 500 millions dans une institution financière et qu'au bout de deux ans, qu'on te dise qu'il y a 50 ou 100 jeunes qui ont financé. C'est vrai, ils continuent à financer. Mais ils financent qui? Le client traditionnel. Ce qui pose un problème de détournement d'objectifs. C'est une réalité que les gens ne veulent pas dire parce qu'il y a une complicité étroite entre ceux qui mettent l'argent et ceux à qui l'argent. Aujourd'hui, les cibles sont aujourd'hui déboussolées. Il y a des jeunes jusqu'à présent qui rasent les murs des institutions financières. Et pourtant, la plupart des inscriptions qui ont été faites au niveau de la DER ont été faites à partir des préfectures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens sur cette notion de triptyque. Il faut d'abord, comme le président l'a annoncé, carrément un guichet unique, mais il faut un centre incubateur, mais il faut aussi des cours de contrôle qui sont mis en place pour un suivi, évaluation permanente. Il faut que ces jeunes-là, quand ils sont reçus au centre incubateur, soient encadrés en amont, qu'ils soient encadrés pendant et qu'ils soient suivis en aval. Moi, je crois que si on continue comme ça, on met en place ce dispositif-là et que les gens soient bien payés pour gérer ça, je crois que ça permettrait carrément
aux Sénégalais, en fait, de voir en fait, aux jeunes Sénégalais, de voir en fait le bout du tunnel. Et il faut travailler avec les organisations professionnelles aussi, les organisations au niveau du secteur de l'artisanat. Mais il faut aussi s'ouvrir aux autorités locales, quel que soit le niveau. Mais aussi, il y a une approche territoriale. Ça, c'est l'approche territoriale. Il y a une approche territoriale. Il faut que les centres incubateurs soient mis en place. Il faut qu'il y ait des plateformes régionales. Ça nous permettra d'évaluer à juste raison quels sont les véritables emplois qui sont aujourd'hui demandés par les jeunes dans certaines localités. Parce que la réalité dans la région de Tamba, et de Kédougou, ce n'est pas les mêmes réalités au niveau de Dakar, ni au niveau du Ferlo. Moi, je crois qu'il faut une étude approfondie et il faut aller très vite. Moi, la question que je pose, parce que depuis longtemps, quand même, on organise des rencontres. Je me rappelle très bien du temps d'Abdoulaye Wade, on avait même organisé le forum de la banlieue. Aujourd'hui, le président veut organiser un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. De manière concrète, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour qu'on puisse dépasser définitivement ces questions-là? Parce qu'aujourd'hui, même quand vous prenez le dernier rapport de l'ANSD, on se retrouve avec 70% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc la question de l'emploi reste intacte. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète pour qu'on dépasse ces questions-là définitivement? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut avoir une base de données nationale, mais locale aussi. Et à partir de là, vous saurez véritablement quelles sont les ambitions, quelles sont les capacités réelles des uns et des autres selon les différentes localités. Et on aura un fichier national. Une fois qu'on a ce fichier national, l'État peut aller très vite dans l'adéquation emploi-formation. Et c'est depuis la base, à partir de la classe de CM2, on peut déjà commencer à disséquer aujourd'hui les premières motivations des jeunes, à les encadrer, à les orienter et à avancer avec eux. Il y a des jeunes dont on sait qu'ils ont des prédispositions sur des questions techniques. Arrivé à la classe de 3e, on n'a pas besoin de leur dire, écoutez, va aller dans l'enseignement supérieur, allez dans le lycée. On les organise, on les oriente vers les centres de formation, on les encadre. Nous avons de petits génies dans ce pays-là. Regardez ce que les jeunes ou ce que des Sénégalais créent dans leur propre imagination. Il faut aller même au-delà de ça vers un centre national d'accueil, d'encadrement et d'orientation de nos petits jeunes et de nos créateurs. Et cela va aussi avec l'artisanat. Les grandes puissances comme la Chine. Vous avez parlé, on nous parle de la Malaisie, on nous parle de la Corée. Ils sont partis de leur artisanat et de leur agriculture pour devenir ce qu'ils sont devenus. Dans ce pays-là, il y a des Sénégalais, des cadres, qui au fond du problème de l'emploi, qui font du problème de notre développement un sacerdoce. Et c'est ça ce cas-là. Ceux qui doivent gérer ces secteurs-là, il faut non seulement être compétent, mais doubler d'engagement, de patriotisme et de nationalisme. Ce n'est qu'à ce moment-là. Vous savez, aujourd'hui dans ce pays, il y a des gens qui ont géré des agences ici ou qui continuent à les gérer, mais qui n'attendent pas grand chose de ces structures-là, qui aujourd'hui, au tapis à leur porte, vous verrez ce qu'ils ont produit en termes de réflexion sur les questions. Moi, j'ai tellement produit et envoyé que maintenant, j'ai dit j'arrête. Parce que chaque fois que 2 ou 3 personnalités parlent, je me retrouve dedans et je sais que parfois c'est du plagiat. Parfois, je sais. Officiellement n'est pas né pour des questions de l'emploi. Officiellement est né à partir des problèmes de la banlieue. C'était l'office de la banlieue. C'était même pas l'office pour l'emploi des jeunes de la banlieue. C'était une création du président Wade ou bien? Non, c'est moi qui imaginais, qui écrit, je parle sous le contrôle du Sénégal. Il y a même un ancien ministre qui dit que c'est lui qui l'a créé, alors qu'il n'y a même pas une virgule qui a placé dans ce projet. Parce que tout simplement, il faut avoir l'ambition. Aujourd'hui, moi, je dis, les jeunes ont eu raison de dire, président, non, il faut qu'on s'arrête. Et le président a dit, je vous ai compris. Il a dit, je vous ai compris, pas parce que il n'a pas essayé. Il a essayé, il a mis les moyens. Mais il a mis des gens qui devaient avoir aujourd'hui le courage pour lui dire que président, j'ai des blocages, je ne peux pas y aller, j'arrête, ou bien voilà ce qu'il me faut, et que ces derniers-là prennent la responsabilité de s'adresser au peuple, de s'adresser aux jeunes. Et c'est comme ça qu'on gère un projet, qu'on gère un programme. Alors, pour les 65 000 emplois à partir du mois prochain, c'est réalisable. Moi, je vous dis dans les 6 mois à venir. Mais avec ces moyens-là, avec ces instruments qui sont sur place, avec ce dispositif-là, avec ces ressources financières, je vous dis
Si on met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, je parle sous le contrôle d'un technocrate qui est dans le métier, comme Dave Diop, je parle sous le contrôle d'un grand visionnaire comme le professeur du lycée Seydina Madaw. Je vous dis, on en discute, on travaille sur ces questions-là. Je travaille sous le contrôle de consultants privés qui sont là dans ce pays-là, qui ont travaillé sur ces questions-là. Nous avons la matière grise. Le président a mis les moyens. Il y a des instruments, il y a des dispositifs. Aujourd'hui, il y a un engouement partout avec les préfets. Mais pourquoi ça ne marche pas depuis 9 ans alors? Non, parce qu'il y avait toujours un manquant, il y a toujours un problème de management par les hommes. Je dis encore. Aujourd'hui. Donc d'après vous, c'est le choix des hommes. Le président s'est trompé sur le choix des hommes. Non, je ne peux pas dire cela. Mais c'est ce que vous dites. Oui, ce que je dis tout simplement, dans une certaine mesure, le président ne peut pas mettre autant d'argent. On ne peut pas avoir autant de réflexions sur la question de la formation. Aujourd'hui, le secteur privé accompagne avec 3PT la formation professionnelle. Nous avons aujourd'hui des lycées privés qui peuvent aller aujourd'hui, des lycées publics, techniques, qui peuvent aller dans le recyclage, dans le programme de formation des formateurs, dans les métiers de l'artisan, chez les mécaniciens, chez les menuisiers, aluminium, frigo, et tout ça. Les dispositifs sont au lycée d'Imam, le lycée Pétavé, lycée Abdoulaye Diop, lycée de Kédougou. Aujourd'hui, il suffit tout simplement d'accompagner ces lycées-là qui forment les formateurs, qui recyclent nos artisans, et que ces artisans-là aillent former les jeunes et qu'on met un dispositif de financement au niveau des garages mécaniques, au niveau du secteur artisanal, très suivi. Il ne s'agira pas de le donner là. Il y a même des secteurs qui ont posé de financement en nature, avec un accompagnement en fonds de roulement. Il ne s'agit pas de dire, oui, la vente c'est 50 millions ou c'est 25 millions, je fais un garage mécanique à 50 millions. Non. On dit, voilà les réalités. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un cycle des métiers de la mécanique. Regardez ce qui est une aberration. Vous prenez l'autoroute à péage de Dakar jusqu'à Touba. Vous n'avez pas un seul garage mécanique moderne. Chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est une séparation. Vous allez dans vous prenez les villes nationales, vous trouvez les routes nationales. Il n'y a aucun garage moderne sérieux au niveau des villes qui sont aux abords de la route nationale. C'est tout un système qu'il faut refaire. Et la réorganisation de ces secteurs-là, le financement de l'emploi des jeunes, devra nous amener vers ce qu'on appelle le début de l'industrialisation. Parce que l'industrialisation ne se fera pas sans les artisanats, l'industrialisation ne se fera pas sans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et cela se fera aussi avec des centres de formation donc, qui répondent aux attentes du marché. Et ça, je vous dis, les Sénégalais qui dorment, qui ont la volonté, on ne peut pas se permettre d'être payé à un salaire de 2 millions, 3 millions ou 5 millions, bon, parfois 7 millions fois par an, et qu'on n'ait pas de résultats et qu'on continue de dire au président, oui, non. Il faut savoir arrêter. Quand tu étais dans un poste pendant 3 ans, on doit t'évaluer. Si vous ne faites pas de résultats, vous devez partir. Et c'est ça la vérité. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas compétents, mais ils n'ont pas apporté de résultats. Ils ne peuvent pas apporter. Moi, le président de la République, aujourd'hui, il faut l'accompagner. S'il a dit aux enfants, aux jeunes, je vous ai compris, c'est parce que il a dit oui, j'ai mis temps. Ça n'a pas avancé. Peut-être qu'il y a une insuffisance. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Mais aussi, il y a eu un problème de mise en œuvre. Si le président rappelle aujourd'hui un conseil présidentiel sur la question de l'emploi, c'est parce que il a besoin d'écouter tout le monde. Et je crois qu'à partir de ce conseil présidentiel sur l'emploi, il prendra les dispositions nécessaires, tant en termes de mise en œuvre, tant en termes de réorganisation, mais tant en termes aussi de leaders ou de personnalités qui vont gérer cette situation-là. Parce qu'on est des Sénégalais, il ne faut pas qu'on se voie la face, il ne faut pas qu'on dise que oui, parce que c'est un problème. Il n'y a pas de problème d'homme, il s'agit du Sénégal. Il s'agit de l'avenir de au moins de 65 ou 70% des jeunes qui sont là, pour qui le président a dit, voilà les actes que j'ai posés, voilà ce qu'il faut faire, et qu'on n'avance pas et qu'on n'ait pas le courage de poser le doigt là où ça fait mal. On va parler un peu politique. Vous êtes toujours engagé, politiquement parlant? Oui, Vous aviez quitté le PDS? Oui, en fait, j'ai quitté le PDS, j'ai été en réalité isolé du PDS. J'ai été victime. Vous savez, depuis ma plus tendre enfance, je n'ai connu comment... Les politiciens et la victimisation. Non. J'ai fait une révélation aussi. J'ai fait une révélation au Sénégal. J'ai été le plus combattu dans le PDS. Et pourtant, je suis... Pourquoi? Non.
par mes idées, par mon engagement. Quand je vous dis que c'est moi qui ai créé, qui ai produit le document qui a créé l'enfagement, et je défie n'importe qui pourra dire le contraire, c'est moi qui ai rédigé le projet et le programme. Ce n'était pas l'Office pour l'emploi des jeunes de la banlieue, pour le président des jeunes, c'était l'Office des banlieues. Parce que j'avais une vision transversale sur la situation des banlieues. Et que l'urgence au Sénégal devait être la problématique des banlieues. C'est moi qui ai théorisé le premier dans ce pays, je défie n'importe qui, la notion des banlieues. Les banlieues proches, à côté de Dakar, comme des quartiers comme Rebeuss, Médina, les banlieues, les semi-banlieues, des quartiers comme les SICAP, la grande banlieue depuis qu'il gagne les parcelles, et j'ai développé ce qu'on appelle les banlieues de l'intérieur, les banlieues rurales et les banlieues religieuses. Qu'est-ce qu'on a constaté dans les grandes villes religieuses, comme Touba, Tivaouane, Kaolack, Médina Baye, s'est développé un type de population avec les mêmes réalités, parce que la banlieue, la définition de banlieue n'est rien d'autre que la périphérie. La banlieue, c'est la périphérie. Et les niches d'emploi les plus importantes se trouvaient dans ces banlieues, mais qu'il fallait développer une nouvelle approche pour développer ces banlieues, pour en faire de grandes villes modernes. Et c'est comme ça qu'on va développer le Sénégal. Question politique pour... oui, vous êtes également un grand théoricien du grand rassemblement de la famille libérale. Oui. Et vous aviez porté également la candidature de Karim Wade en son temps. S'il revenait aujourd'hui, serez-vous prêt à l'accompagner? Oui, écoutez, moi d'abord, au départ, dans le PDS, en 2004-2005, les Sénégalais m'entendent. Quand les jeunes disaient que Wade c'est fini, j'ai dit non, c'est pas encore fini. Les Sénégalais ont besoin d'eux. J'ai produit un document sur les réalisations de Wade. Et le président Wade a mis les hommes qu'il faut pour produire un document de communication. Pendant que les gens... On avait perdu la bataille médiatique sur Wade. En 2005-2006, nous avons développé ce qu'on appelle la communication de proximité, que j'ai théorisé. Et nous l'avons installé partout dans le Sénégal. Et je défie n'importe quel responsable libéral du PDS qui peut contredire cela. Et nous avons créé un champ de cabinet avec Karim Wade, avec toutes les forces vives du PDS, de la jeune génération. Nous avons fait le tour du Sénégal. Nous avons installé partout dans le Sénégal des équipes qui nous ont permis. Et à un moment donné, il y a eu des renouvellements qui ont été même lancés à l'époque avec le président Macky Sall, mais après qui ont été arrêtés par le président Wade. Nous avons continué le travail. Mais ce qu'il faut constater, j'ai été combattu dans le PDS, mais chaque fois que les gens pensaient que c'était fini, je me relevais. Karim Wade, lorsqu'il a commencé à être arrêté, il a commencé à être entendu, je l'ai défendu. Et l'histoire m'en donne raison. Et quand je l'ai défendu, ce qui s'est passé, en réalité, j'ai dit que la meilleure approche, c'était qu'on déclare sa candidature. D'autres ont volé l'idée. Il y en a qui disent que oui, je porte la candidature de Wade, mais c'était pas eux, c'est Boubacar Ba qui avait proposé ça. Et je l'ai défié. Et après cela, bien entendu, pour terminer, tout simplement, Karim Wade, et il y a eu ce qui en est suivi. Vous savez, nous avons soutenu le président Wade pendant des années. Notre engagement moral, c'était avec le président Wade. Et j'estimais à cette époque que Karim Wade était le meilleur choix pour diriger les PDS. Vous n'avez pas toujours répondu. La réunification de la famille libérale. Parce qu'il a parlé de Karim Wade. Après cela, moi, je me suis... Ce sera facile à faire. Voilà. Moi, je veux que vous soyez prêt. Non, aujourd'hui, je théorise. S'il revient, est-ce que vous allez le soutenir? Aujourd'hui, je soutiens et j'accompagne le président Macky Sall. Okay. Je le soutiens et je l'accompagne dans sa politique parce que j'ai bâti campagne. Au même titre et même mieux, je peux défier n'importe quel responsable. Nous pouvons défier n'importe quel responsable du PDS. Autant pour moi, de l'APR, qui s'est le mieux bâti pour le commune. À Pékin, nous avons mis une taxe force. Nous avons mis un quartier général avec Tchernaba. Et nous avons fait les 16 communes et nous avons remporté les 16 communes. Les 16 communes. Et ce résultat est là. Aujourd'hui, moi je suis prêt. Et je reviens sur ce qu'on appelle les gens, ce que les gens appellent Brok-Fort, pour conclure Brok-Fort. Mais vous savez, ça, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Macky Sall et d'Idrissa Seck, ils peuvent chahuter cela. Mais cette situation-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, sous Wade, avant l'arrivée de Macky Sall, Abdoulaye Wade a eu le premier ministre le plus rigoureux, le plus dynamique. Quand Idrissa Seck était premier ministre ici, ce pays-là était sur les rails. Il avait su imprimer l'ordre et la discipline, le travail dans ce pays-là. Et après cela, bon, il y a eu le problème. Aujourd'hui, s'il dit que Macky Sall, comme Brok-Fort,
il y a des voix qui doivent s'élever pour comprendre que c'est deux personnes complémentaires. Je salue au passage la mémoire d'Ousmane Masseck Ndiaye parce que c'était des inséparables. Ils ont beaucoup fait dans le PDS. Je voulais conclure, mais vous ouvrez une brèche. Vous êtes pour le retour du poste de Premier ministre, à vous entendre? C'est imminent et c'est urgent. Puisque aujourd'hui... C'est imminent, donc vous êtes dans le secret des dieux. Non, je dis que ça doit être imminent. C'est imminent, puisque aujourd'hui, pour décharger le président de la République, mais pour permettre aussi de répondre à certaines attentes, sur certaines urgences, pour le Sénégal, je dis bien pour le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt du Sénégal qu'il faut mettre en œuvre. Il faut le retour du Premier ministre, mais un Premier ministre rigoureux, travailleur, ferme. Comme qui? Comme Idrissa Seck. Non, je ne sais pas. C'est le président qui décidera. C'est le président Macky Sall qui décidera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.